Chers téléspectateurs, bienvenue sur Téléchat si vous venez de nous joindre. C'est les belles lettres. Aujourd'hui, nous vous amenons une fois de plus à la découverte d'un auteur qui est ancien, qui est déjà passé sur ce plateau plusieurs fois. Il s'agit de Mbaïgano Mbayo. Il a écrit un roman intitulé Masra le Bouvier. Le livre est paru aux éditions 228, livre donc au Togo. Bonjour Monsieur Mbayo. Bonjour. Bienvenue. Monsieur. Merci. Monsieur Mbaïgano Mbayo, un formateur donc au CALF, Centre d'apprentissage de la langue française de N'Djamena, en technique d'écriture de nouvelles. Il a aussi un diplôme de professeur de français et une licence en droit. Il est auteur de plusieurs nouvelles. Une vie de prof, paru en 2014, Le secret du meurtre en 2015, Le pacte de la millionnaire en 2015 aussi. Et donc ce roman fait partie donc de ces nombreux ouvrages publiés. Alors, Monsieur Mbaïgano, l'attention du lecteur se focalise directement quand il prend votre livre sur la photo de première de couverture. Puisqu'il s'agit d'un enfant bouvier, pourquoi ne voit-on pas un seul bœuf à ses côtés? Est-ce que c'est une photo que vous-même vous avez proposée ou bien c'est la maison d'édition? Ok, bien la maison d'édition m'avait demandé de proposer une photo, mais je n'avais pas pu la leur fournir, donc ça c'est leur propre photo. Ok, très bien. Comment le thème de l'enfant bouvier vous a-t-il donc inspiré l'écriture de ce livre? Bien, le thème de l'enfant bouvier m'a été inspiré lorsque j'étais dans le Moyen Chari, au début des années 2000. Donc j'étais au lycée et c'était récurrent. Souvent dans les médias on ne parlait que de la torture, de la souffrance ou encore de la fuite des enfants bouviers. Et à l'époque, quand j'étais en seconde, je me suis dit pourquoi ne pas écrire un livre comme les auteurs que j'ai lus. Alors je me suis dit bon, s'il faut choisir un thème, je vais écrire sur les enfants bouviers parce que j'avais également assisté à beaucoup de conférences sur ce thème-là. Nous parlerons donc de ce thème principal un peu plus tard, mais déjà au premier chapitre, nous voyons l'enfant Masra qui est le personnage principal. Bien qu'issu d'une famille pauvre, il excelle à l'école. Voilà. Quelle est donc la signification de ce contraste frappant que vous essayez d'établir entre un démuni et sans soutien et le succès scolaire? Ici, je voudrais surtout faire savoir que on a coutume de dire que l'habit ne fait pas le moine. Donc je voudrais faire savoir que le matériel ne va pas toujours de pair avec l'intellectuel. Quelquefois on peut être matériellement dépourvu, mais avoir une richesse intellectuelle, avoir une facilité intellectuelle à se cultiver également, ou bien à exceller dans les études. Donc c'est pour simplement dire que quelquefois ce sont les enfants issus de familles pauvres qui font d'efforts dans les études, qui excellent dans les études. Ok, donc la pauvreté n'est donc pas un alibi suffisant pour dire qu'on ne va pas avancer dans les études? Non, au contraire, elle devrait être, comment dirais-je, elle devrait nous motiver plutôt, puisqu'on a coutume à dire que celui qui étudie et va loin aura une certaine compréhension de la vie et cela va lui permettre donc de sortir de la pauvreté. Ok. Alors, l'école de Kangoro, c'est ça le village qui nous sert donc de cadre ici. Oui. C'est l'image des milliers d'écoles communautaires que l'on rencontre partout en zone rurale dans notre pays. Ces écoles qui se battent comme un bon diable contre vents et marées pour essayer d'offrir à l'enfant tchadien serait-ce que les rudiments de la connaissance. Au lieu donc qu'on les indexe comme étant la cause de la baisse de niveau, quelle attention devrait-on accorder à ces écoles-là? Je crois qu'il faudrait beaucoup investir. C'est vrai qu'on dit que l'éducation est une priorité pour notre État, mais nous voyons qu'il n'a pas encore été assez fait dans le domaine de l'éducation, surtout en milieu rural. On se concentre beaucoup plus dans les écoles urbaines,
mais les villages sont pratiquement abandonnés. Or, de ces écoles négligées-là peuvent aussi sortir de grands hommes pour notre pays. Donc, il faudrait maximiser beaucoup d'efforts dans l'investissement dans les écoles en milieu rural. L'école de Kangoro est de quelle époque, puisque on essaie de, en lisant, on y rencontre encore les châtiments corporels, lesquels sont strictement interdits de nos jours. J'ai commencé à écrire ce roman en 2004. Je l'ai repris, bon, cette version, c'est beaucoup plus en 2006. Il est vrai que l'école était, le châtiment corporel était déjà prohibé à l'époque même. À l'école, malgré cela, on constate que les enseignants continuent à appliquer ce châtiment. Et si on demandait votre avis sur la pratique du châtiment corporel, est-ce que vous êtes d'avis qu'on continue ou bien qu'on le laisse tomber? Bien, je dirais que le châtiment corporel, je ne peux pas être d'avis qu'on puisse continuer avec cela à l'école. Néanmoins, il faudrait maintenant proposer des méthodes qui vont permettre aux enseignants de bien discipliner les élèves sans avoir recours au châtiment corporel. Et là, c'est vraiment difficile. En tant qu'un enseignant, je peux aussi le dire que quelquefois, c'est difficile, mais je pense que si nous avons la volonté et si nos experts essayent de travailler avec les enseignants qui sont sur le terrain, on pourra trouver les méthodes qui permettront donc de finir avec les châtiments corporels. Masra est partagé entre le respect de la tradition et l'attrait de la modernité. C'est également, dira-t-on, la situation de la jeunesse aujourd'hui qui est un petit peu sans repère. Quelle orientation leur donnez-vous en tant que jeune auteur? Je pense que les jeunes de nos jours devraient surtout ne pas négliger les anciens. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves. De nos jours, nous n'avons plus le temps de rester avec les grands-parents pour apprendre auprès d'eux la tradition. Nous sommes beaucoup attirés par la modernité, mais nous n'avons pas également les moyens pour nous adapter à la vie moderne. Donc je pense qu'il faudrait savoir simplement allier les deux. Et pour cela, il faut toujours se cultiver des deux côtés. On se cultive pour connaître la vie moderne, il faut aussi se cultiver pour connaître la vie traditionnelle. Et il faut maintenant avoir un esprit critique afin de savoir comment vivre avec ce métissage culturel, comme disait Léopold Sédar Senghor. L'enlèvement des enfants, le trafic d'êtres humains sont des phénomènes courants, hein, à l'exemple du drame de l'enfant Bouvier qu'on rencontre dans votre roman. Quelle appréciation faites-vous de ces pratiques qui s'apparentent un petit peu à un esclavage de temps moderne? Ok, je pense que c'est une pratique qui devrait être combattue vraiment dans nos sociétés. On ne peut pas comprendre que de nos jours, au XXIe siècle, où l'on parle des droits de l'homme, des droits de l'enfant, il puisse encore se faire de telles pratiques, surtout dans des pays qui se disent démocratiques. Donc je voudrais par la même occasion interpeller nos autorités, tant bien que politiques et coutumières, à faire un effort afin de réprimer les auteurs de ces actes-là. Il faudrait également sensibiliser les communautés afin que l'on puisse avoir ce respect de la vie humaine. Les enfants sont des êtres humains, ils ont le droit d'être respectés comme tout être individu. Ils ont aussi le droit à l'épanouissement. S'il s'agit de demander à qui est la faute, est-ce que c'est aux parents qui sont complices de ces pratiques-là ou est-ce que c'est aux éleveurs et autres personnes riches qui en tirent profit, ou bien aux enfants eux-mêmes? Bien, je crois que les responsabilités sont partagées, mais de prime abord, je voudrais d'abord innocenter les enfants. Ce sont des êtres fragiles, ils n'ont pas vraiment encore la capacité de prendre des décisions par rapport à leur avenir. Ils sont sous l'autorité des parents qui devraient les protéger. Donc la responsabilité revient aux parents qui se laissent parfois emporter par le matérialisme. Comme vous voyez, le père de Masra,
qui, à cause du fait de désirer avoir une paire de bœufs pour ses travaux champêtres. Et vous dites ici que c'est pour 15 000 francs Pour seulement. 15 000 francs, une modique somme d'argent. Et il a laissé partir son enfant qui a subi tant de souffrances. Donc les parents doivent vraiment apprendre à se contenter du peu et à travailler autrement pour améliorer leurs conditions sociales. La responsabilité revient également à ces bergers qui vont à la recherche d'un de ces enfants parce qu'ils ne veulent pas, bon, je peux dire qu'ils cherchent à préserver aussi leurs acquis, ils ne veulent pas chercher des grandes personnes pour leur payer une forte somme d'argent afin de les aider dans la garde des troupeaux. Donc eux aussi devraient vraiment se réserver d'exploiter ainsi les enfants qui sont des êtres fragiles. Le gouvernement également a sa part de responsabilité parce que quelquefois c'est comme si on laisse faire les choses. Il n'y a pas vraiment du sérieux dans la condamnation de ces actes-là. Et il faudrait également que les militants de droits de l'homme, la société civile, s'investissent surtout dans la sensibilisation pour une prise de conscience. Parce que quelquefois c'est aussi l'ignorance. Quand vous allez dire à un parent que non, ton enfant ne doit pas aller travailler ici, se faire exploiter, il dira non, c'est mon enfant, j'ai tous les droits sur lui. Lui, il pense peut-être que ce qu'il fait, c'est pour le bien de l'enfant. Donc il faudrait également un travail de proximité. Et ce travail, même les autorités religieuses devraient également s'y mêler dans les églises, dans les mosquées. On devrait également travailler avec les parents pour une prise de conscience. Okay. Dans votre ouvrage, on lit, je cite, « Jamais tu ne réussiras dans ta vie si tu tiens compte des opinions de la femme. » Donc ce sont les propos de vos personnages, M. Dias à Jim. Cette pensée caractéristique, on le voit d'une société patriarcale à Kangoro, où la femme n'a pas la parole. Mais est-ce que vous partagez l'opinion de votre personnage? Je ne peux pas partager l'opinion de ce personnage parce qu'en réalité, la femme a son mot à dire, surtout quand il s'agit de la vie familiale. Elle est quand même, on peut dire, le deuxième personnage de la famille, après l'homme, et c'est ensemble qu'ils doivent décider. L'homme ne peut pas prendre des décisions qui touchent à la famille sans consulter son épouse. Donc je crois qu'on devrait beaucoup plus s'ouvrir aux femmes à travers le dialogue. Ainsi, ensemble, nous pouvons prendre de meilleures décisions. Dans le roman, ni Taru, qui est la mère de Masra, ni Iya Mariam, qui est l'épouse de Abba Mahmoud, qui est le berger, ni aucune femme ne sont pour l'exploitation des enfants. Est-ce que vous pensez que si l'on associait les femmes dans les prises de décision, beaucoup de choses changeraient? Oui, vous savez bien que la femme a plus d'émotions que l'homme et la femme a également cette facilité de mieux comprendre les enfants, de mieux prendre soin des tout petits. Donc surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants, les femmes devraient vraiment beaucoup être associées aux prises de décision. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui se livrent également à ces genres de pratiques, mais d'une manière générale, les femmes sont plus sentimentales que les hommes et elles comprennent mieux les besoins des enfants. Ok. L'enfant bouvier, c'est une réalité qui accourt dans nos villages, dans nos campagnes. En ville, quelle forme prend donc cette réalité-là de l'enfant bouvier? Est-ce qu'on peut trouver l'équivalence de cette traite-là aussi en ville? Bien, je pense que ça existe également en ville. Je n'ai pas trop fait de recherches là-dessus. Je ne vais pas apporter une affirmation, mais je peux dire qu'on peut comparer cela par exemple à certains enfants qui sont pris pour travailler dans les magasins, dans les boutiques. Je crois que c'est presque la même chose, mais je dis que je me réserve d'une affirmation parce que je n'ai pas vraiment fait des recherches pour faire une comparaison entre les différentes traites
en milieu rural et en milieu urbain. Okay. Mais je crois que ça existe aussi en ville. Tout à fait. À la fin du roman, les enfants prennent l'initiative de s'enfuir. Parce que ce n'est pas seulement Masra, il est allé retrouver encore d'autres enfants qui ont été pris de la même façon. Donc, ils prennent l'initiative avec l'aide de quelques adultes de s'enfuir. Quel est le message ici? Est-ce que c'est la résilience, c'est-à-dire l'adaptation des jeunes à la situation à laquelle on les soumet, ou bien la résignation, ou alors la lutte qui libère? Bien, ici, je pense que c'est le symbole de la lutte qui libère. Et vous allez voir que c'est l'élément déclencheur de cette fuite, c'était la torture de Masra, qui avait été sauvagement tabassé par Abba Mahmoud, parce qu'il avait commis une erreur en laissant un bœuf s'échapper du troupeau et commettre des dégâts. Donc, après cette torture-là, les enfants se sont dit que ça ne peut pas continuer ainsi. Et comme vous l'avez dit, avec l'aide de quelques adultes, ils ont décidé de fuir. Donc, le message qu'on peut retenir là, c'est que l'être humain, quel que soit son âge, finit toujours par se révolter contre les injustices sociales. Alors, en lisant, le roman comporte quelques incorrections que j'ai glanées au hasard. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela? Oui, je m'en suis rendu compte. En fait, quand j'ai commencé à mettre ce roman en version numérique, je suis tombé sur la maison d'édition 228 livres. Donc, ils étaient en train de vouloir lancer une foire et ils m'ont dit que tous les livres qui devraient être publiés à cette époque, ils voulaient le faire avant le mois de juillet 2017. Et c'est un livre que j'ai écrit. Je l'ai fini en terminale. Je l'ai écrit d'abord au passé. Et je l'ai repris maintenant en 2017 avec le présent de narration. Et j'ai également condensé les choses. J'ai essayé en tout cas de faire un travail de recorrection. C'est ce qui a fait que vous allez remarquer ces incorrections-là. Et je n'avais pas fini réellement, mais il m'a été rassuré que le travail de correction sera fait par un comité de lecture avant l'édition. Malheureusement, je me suis rendu compte que le texte que j'ai envoyé a été édité comme tel. Et actuellement, je cherche à reprendre ce roman pour une réédition afin de pallier à toutes ces incorrections. Ok. Alors, vous vous êtes essayé à presque tous les genres. Vous avez fait de la poésie, des nouvelles, et voici un roman. Quelle projection avez-vous dans un proche avenir? La projection que j'ai, c'est surtout celle d'entreprendre également dans le monde de la littérature. Là, actuellement, j'ai déjà lancé une petite entreprise qui existe en ligne, mais qui n'est pas encore concrétisée, pour le travail de correction des textes pour les auteurs. Parce que moi-même, je l'ai subi, comme je vous dis, quelquefois une maison d'édition prend votre livre, mais ne travaille pas dessus. Donc je me suis dit, s'il y a un cadre pour proposer ce service aux auteurs, que ce soit les auteurs tchadiens ou d'autres auteurs également, ça pourrait rendre service également au monde de la littérature, et peut-être avec une ouverture sur une maison d'édition. Et parallèlement, je continue à écrire aussi. Et peut-être qu'un jour, je pourrais faire un best-seller. C'est mon rêve. Ok. Un dernier mot. Vous savez que écrire au Tchad, ce n'est pas facile. Les réalités socio-économiques ne nous permettent pas vraiment d'atteindre nos objectifs comme il se doit. Là, actuellement, j'ai un recueil de poèmes. J'avais déposé à l'édition Toumaï. Et c'était depuis 2018. Donc, il fallait ma part de contribution. Je n'ai pas pu honorer jusqu'aujourd'hui. Je suis obligé de proposer la résiliation du contrat en attendant de réunir les conditions. Donc je pense que s'il y a des personnes de bonne volonté qui s'engagent
à parrainer les auteurs, ça serait une bonne chose. Nous avons l'habitude de parrainer nos musiciens, nos sportifs, pourquoi pas également les écrivains. Il faut aider aussi la littérature tchadienne à aller de l'avant. Donc c'est l'appel que je peux lancer à l'endroit de la communauté tchadienne en général, que ce soit ceux qui sont ici ou ceux de la diaspora. Il faudrait vraiment appuyer les écrivains dans ce travail qui représente une grande richesse pour notre nation. Alors, le présent livre, Masra Le Bouvier, est-ce qu'il est disponible? Où peut-on le trouver? À quel prix? Ok, bien, le livre est arrivé en quelques quantités. Ça, c'était les exemplaires qui m'étaient destinés. Nous avons procédé à la distribution, c'était en 2017. Et je me suis approché d'une librairie pour leur demander s'ils pouvaient commander ce livre. Mais ils m'ont dit que je me suis fait éditer dans un pays où c'est difficile de commander les livres. Ça fait que ces livres sont restés seulement au Togo. Là-bas, ça se vend à 1000 francs l'unité. Mais actuellement, nous n'avons pas ici au pays. Okay. Bien, nous allons vous demander, comme à l'accoutumée, de nous proposer la lecture, ne serait-ce que d'un paragraphe. Ok. Je vais lire le chapitre 3, qui est comme un rêve prémonitoire, qui annonçait donc les mésaventures de Masra, le héros du roman. C'est titré La fuite. Masra court de toutes ses forces, les jambes légères comme un coureur professionnel à la recherche d'un trophée. Mais le trophée pour cet amateur, c'est sa vie qu'il faut préserver à tout prix. Les flèches lancées par les deux cavaliers qui le poursuivent font monter de plus en plus l'adrénaline qui, comme les clameurs d'un stade, incite notre petit athlète à plus d'efforts. Chaque fois qu'une flèche atterrit devant lui, le manquant de justesse, il frémit. Cependant, sa course n'est en rien freinée. Tu dois continuer. L'enfant souhaite atteindre au plus vite le village le plus proche. Comme par enchantement, les premières cases de ce village commencent à se dessiner devant lui. Il ne lui reste plus que quelques mètres pour trouver un refuge. C'est cet instant de délivrance tant attendu que choisit une maudite flèche pour lui transpercer l'épaule et le faire chuter comme un gladiateur frappé en plein duel. Aïe, 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 s'écrie-t-il en s'écroulant sur le sable où s'enfoncent ses pieds devenus soudainement lourds. À son réveil, Masra entend encore l'écho de l'effroyable cri de douleur cauchemardesque retentir dans son tympan. Il porte instinctivement la main à l'épaule et se sent soulagé de n'y rien sentir. Levant les yeux vers la toiture de la case, l'enfant aperçoit le rayon du soleil matinal pénétrer par une brèche et provoquer une légère sensation de brûlure sur son corps. Il se rend enfin compte de l'illusion de la scène de tout à l'heure et se met à sourire réconforté. C'était un rêve, mais finalement, à la fin, ce rêve se réalise. Est-ce que vous croyez au rêve prémonitoire? Oui, j'y crois. Je crois que quelquefois, Dieu pour certains, les dieux pour d'autres, nous parlent dans les rêves. Vous voyez? Bon, nous les monothéistes, nous disons c'est Dieu. Les animistes, c'est les dieux. Donc, d'une manière générale, il y a donc des choses que nous ressentons à l'avance. Ça peut être intuitivement ou bien ça peut être par les rêves. Donc, je crois vraiment aux rêves prémonitoires, même si ça n'arrive pas tous les jours. Monsieur Mbaïgano Mbayo, merci beaucoup d'être venu. Merci bien. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève donc le numéro d'aujourd'hui que je rappelle était consacré au roman de Monsieur Mbaïgano Mbayo, Masra Le Bouvier. Le livre est paru aux éditions 228 livres donc au Togo. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie jusqu'à la fin. Continuez à regarder bien entendu les programmes de Télé Tchad.